Voilà, donc on va passer à l'examen de ce dispositif, comme vous le disiez, monsieur le rapporteur, dans vos réponses précises, bien connu, puisque c'est la 5e fois qu'il a lieu, que finalement tout le monde l'aura utilisé, et tout le monde aura dit aux autres que ce n'était pas bien et pas le bon moment de l'utiliser. Donc, voilà, en résumé le débat. Donc, nous allons pouvoir y aller. Alors, sauf monsieur Richard, mais il va avoir l'occasion de s'exprimer puisqu'il a des amendements. Les amendements du rapporteur sont principalement rédactionnels, mais enfin, je lui laisse les présenter. Si vous ne les trouvez pas, je les ai là. Non, si, très bien. Oui, donc le 4, AS4. Oui, donc c'est un amendement purement rédactionnel. Voilà, pas de soucis, pas de remarques. Je peux considérer qu'il est adopté, mes chers collègues. On va quand même les passer un par un, qu'il n'y ait pas de problème. Donc rédactionnel. L'AS12. Rédactionnel. Et vous voulez prendre la parole, Madame Romagnon? Non, vous voulez voter. Une sorte d'enthousiasme. Très bien. L'AS5. Rédactionnel. Voilà. Si vous voulez vous exprimer, vous nous interrompez. L'AS6. Donc c'est une correction de l'ordre des références, mais c'est purement rédactionnel. Oui. Très bien. L'AS7. Donc c'est une harmonisation rédactionnelle. C'est bien parce qu'à chaque fois c'est rédactionnel, vous avez mis un petit adjectif pour qualifier. Oui, non, c'est bien, c'est bien. C'est la richesse. L'AS8. Ça, il est rédactionnel sexe. Aussi, oui, rédactionnel. Très bien. Oui. AS9. C'est un amendement de précision, Monsieur le Président. Voilà. Très bien. Le 10, mais un peu sec. Amendement rédactionnel, oui. Et le 11. Amendement rédactionnel également. Voilà. Et le 13. Également rédactionnel. Ah oui, celui-là, oui. Très bien, oui. Et le 14, c'est la correction d'une erreur de référence. Donc, bien, donc tout le monde est d'accord sur ces amendements. Il nous reste à étudier sur cet article l'amendement d'Arnaud Richard. Monsieur Richard, s'il vous plaît. Oui, la S1, j'imagine, Monsieur le Président. Mais oui. Non, je ne vais pas revenir sur la manière dont ça s'est passé, parce que nos collègues, je crois, sont pressés, mais bon, plus ils vont presser, plus je vais revenir dessus quand même. Donc, je ne commencerai pas par le rapport de M. Baligan, je vais commencer par le rapport de nos collègues Berger et Lefebvre sur l'épargne salariale. Selon eux, cette épargne est la forme d'épargne la plus subventionnée. Toutefois, son allocation n'est pas optimale. En effet, une part significative de ces encours sont investis sur des produits monétaires de court terme et ne conduisent pas au financement de l'économie française. Donc je ne reviens pas pour être agréable avec mes collègues sur ce qui s'est passé en 2004 ou en 2008. Je constate quand même que pour ce qui est du déblocage de 2008, on ne peut que déplorer qu'il n'y ait pas eu de rapport qui ait été fait. Donc nous demanderons, monsieur le rapporteur, nous demanderons en séance par un amendement que le gouvernement fasse un rapport sur le déblocage de cette épargne salariale. Il est assez insupportable qu'on ne puisse pas, après l'avoir fait effectivement en majorité de la précédente mandature ou celle-ci, soit capable de dire exactement les conséquences que ça a à avoir. Nous considérons qu'il est préférable de prendre des mesures en amont, ça je ne reviendrai pas dessus, et nous considérons par cet amendement qu'il est nécessaire de ne pas permettre, enfin de ne pas faciliter ce qui s'est passé en particulier en 2004, de ne pas faciliter le fait que ces fonds soient réinvestis dans de l'épargne tel que le dispositif existe et donc ne puissent pas être abondés par l'entreprise. Merci. Mais vous ne le retirez pas pour autant. Très bien. Monsieur le rapporteur. Oui, mon cher collègue, on peut difficilement être favorable à un amendement qui, me semble-t-il, sauf si je l'ai mal compris, diffère entre sa rédaction en tant qu'amendement et son exposé des motifs. Au fond, vous nous dites, si un salarié réinvestit dans le plan d'épargne d'entreprise, ce qui en effet ne serait pas un comportement vertueux, puisque souvent on ne sait pas, ce n'est pas évalué, on ne le sait pas. On l'évaluera vraisemblablement lorsqu'on en fera l'évaluation. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas préjuger. On peut le redouter, mais on ne peut pas préjuger. Et on dit, bon, dans ces conditions, si le salarié n'est pas vertueux, alors ça signifie que l'entreprise est finalement exonérée de ses obligations conventionnelles. Bon.
Ce sont à la fois, si vous voulez, deux poids, deux mesures. Il y a d'un côté une règle conventionnelle qui est en place, règle collective, et d'autre part, d'éventuels comportements individuels que vous redoutez comme ne pouvant ne pas être vertueux. Il me semble qu'on ne peut pas lier les deux, même si je partage votre souhait d'éviter ce transfert d'épargne, et je crois que tout le monde ici en est d'accord, mais il me semble qu'on ne peut pas relier les deux aspects qui sont proposés dans l'amendement, c'est pourquoi je suis défavorable. Bien, Madame Louwagie. Je voudrais profiter de cet amendement pour revenir sur un point qui, à mon avis, n'a pas été bien éclairci par Monsieur le rapporteur. Nous avons un grand changement entre le dispositif aujourd'hui et les dispositifs précédents de 2004 et 2008, parce que depuis 2009, un salarié qui bénéficie d'intéressement et de participation a la possibilité de choisir et de retenir la disponibilité immédiate des sommes. C'est donc un dispositif nouveau qui est retenu par un certain nombre de salariés, certes qui entraîne l'imposition à l'impôt sur le revenu, mais tous les salariés ne sont pas concernés par ces dispositifs. Et donc, il est à craindre que les salariés qui voulaient bénéficier d'un pouvoir d'achat complémentaire, depuis 2009, utilisent déjà la disponibilité immédiate des sommes. C'est dire qu'aujourd'hui, le dispositif que vous proposez, c'est une des raisons pour laquelle nous nous abstenons, ne va pas profiter forcément à la consommation, puisque les salariés qui avaient besoin de manne supplémentaire, de pouvoir d'achat supplémentaire, ont déjà retenu leur participation ou leur intéressement. Vous voulez répondre? D'un mot, vous parlez d'un droit d'option. Effectivement, il y a ceux qui ont déjà perçu ces sommes-là. Précisément ceux qui ont opté pour le blocage de ces sommes, par cette proposition de loi, vont reprendre la faculté de pouvoir débloquer. On va éviter, parce qu'on était parti sur le vote quand même de l'amendement de M. Richard, qu'on va finir. Sinon, j'avais prévu de vous redonner la parole à Mme Louwagie. Alors, sur l'amendement AS1 d'Arnaud Richard, avec un avis défavorable du rapporteur, qui est pour? Lui. Qui est... Voilà, c'est conséquent. Qui est contre? Qui s'abstient? Et bien voilà. Donc, il est rejeté. Sur l'adoption de l'article, qui est favorable à adopter cet article premier? Qui s'abstient? Qui est contre? Sur les amendements d'articles additionnels après l'article premier, Monsieur Richard, l'AS2. Oui, là, Monsieur le Président, il s'agit de proposer à la majorité d'avoir autre chose que ce simple déblocage exceptionnel comme seule mesure unique pour le gouvernement pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés. L'objet de l'amendement est de pérenniser la possibilité pour les salariés de monétiser leur journée de réduction de temps de travail et de droits stockés sur leur compte épargne-temps. Il vise aussi à pérenniser l'exonération des charges sociales qui est attachée à la monétisation de ces droits. Il s'agit de permettre aux salariés et à l'employeur qui le souhaitent d'augmenter leur activité et de pouvoir permettre un certain nombre de droits à congés et contreparties en argent. Cette mesure a déjà été mise en place dans l'article 1 de la loi pouvoir d'achat de 2008, mais pour une période qui était à l'époque limitée. Il nous semble particulièrement approprié de la remettre en place de manière pérenne dans un contexte difficile, vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, pour bon nombre de nos compatriotes salariés aujourd'hui. C'est notamment le cas, excusez-moi de revenir dessus, sur les 9 millions de salariés qui ont perdu du pouvoir d'achat depuis la suppression que vous avez mis en œuvre de la défiscalisation et de l'exonération des charges sur les heures supplémentaires. Ces salariés, souvent modestes, ont perdu pour certains, 450 et 500 € par mois, non seulement parce qu'ils gagnent moins chaque mois, mais également parce qu'ils payent davantage d'impôts. Bien, Monsieur le rapporteur. Oui, mes chers collègues, Monsieur Richard, au fond, vous nous demandez de ressusciter une possibilité qui s'est éteinte, c'est-à-dire de
remettre en marche un dispositif qui permettait de monétiser les temps de repos. Nous n'y sommes pas favorables, et sur le fond, et j'ajoute que cela produirait sans doute un effet déstabilisateur auprès des entreprises, parce que imaginez que dans la foulée de ce que nous proposons, tous les salariés souhaitent voir leur compte épargne-temps monétisé, ce seraient les entreprises qui viendraient nous voir, estimant que leur trésorerie se trouverait brutalement déséquilibrée. Donc, parce que nous ne sommes pas favorables à la monétisation du temps, mais parce que nous pensons aussi à la stabilité et à la trésorerie des entreprises, nous avons là 2 raisons pour exprimer que nous ne sommes pas favorables à votre amendement. Vous le maintenez pour autant? Oui, oui, je suis assez frappé par le conservatisme du rapporteur, mais je maintiens mon amendement. Bien. Je mets cet article additionnel après l'article 1 au vote. Qui est pour l'adopter? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Enfin, l'amendement AS3. Article additionnel présenté par Monsieur Richard à nouveau. Là, Monsieur le Président, c'est une mesure d'équité. Donc je pense que nos collègues y seront extrêmement favorables, qui sont si sensibles. Nous souhaitons proposer une mesure encore supplémentaire en direction, cette fois-ci, des salariés des petites entreprises qui ne sont pas assujettis à l'obligation de versement de la participation, ainsi que les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit par cet amendement d'ouvrir pour ces entreprises la possibilité de verser aux salariés une prime exceptionnelle de 1 000 € qui sera assujettie au régime fiscal de l'intéressement et donc avec l'exonération des cotisations sociales. Les partenaires sociaux pourront ainsi décider du principe de versement et des modalités d'attribution de cette prime dont le paiement devrait intervenir au plus tard dans les 6 mois après l'entrée en vigueur de la proposition de loi qui nous est faite. Une telle mesure, je vous l'accorde, avait été proposée dans la loi de 2008, je le dis à mes collègues de groupe UMP, en parallèle de l'autorisation du déblocage exceptionnel. Il nous paraît nécessaire donc de remettre en place à l'occasion de cette proposition de loi ce dispositif afin de relancer la consommation et de soutenir le pouvoir d'achat. Mais je me permets surtout de rappeler à mes collègues que c'est pour les salariés des petites entreprises une mesure d'équité. Merci, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, mon cher collègue, je ne dirai pas à vous que proposer 5 ans après la même mesure est un signe de conservatisme. J'en garderai le bénéfice exclusif. On va dire que c'est un signe de ténacité. Simplement, je crois que cette mesure sur le fond, ce que vous proposez, l'amendement que vous proposez, porte déjà en lui-même une difficulté. Je crois que tout le monde est attaché, qu'il s'agisse des salariés, qu'il s'agisse des chefs d'entreprise, à ce que l'on ne confonde pas la rémunération, qui est le salaire, qui est la rémunération du travail, et la participation à l'intéressement, qui sont le partage, soit de la profitabilité de l'entreprise, soit encore de différents critères. Et donc, vouloir ici proposer une mesure qui s'assimile au salaire, au fond une prime exceptionnelle, n'a pas une grande valeur pédagogique puisque ça donne précisément le sentiment que participation égale intéressement égale salaire, ce qui n'est absolument pas le cas, et notre collègue Robillard l'a bien souligné tout à l'heure. Donc cette confusion, je ne crois pas qu'il nous faille contribuer à ce qu'elle prospère. Et ensuite, évidemment, ce que vous proposez créerait une dépense fiscale nouvelle, alors que dans le déblocage simple, les droits en question ont déjà été attribués. Je voudrais aussi, pour répondre à votre attente légitime de voir que la participation et l'intéressement puissent être élargis, je voudrais vous rappeler que le ministre, M. Michel Sapin, a récemment, c'était la semaine dernière, lors des rencontres parlementaires sur l'épargne salariale, eu l'occasion de dire qu'il souhaitait que les partenaires sociaux mettent à leur agenda à la fois un travail d'élargissement de la participation et de l'intéressement, et en même temps que l'on réfléchisse à des mécanismes qui permettent de réorienter l'épargne salariale vers l'investissement productif. Et il nous incombera, le moment venu, de voir comment simplifier le maquis juridique qui enserre, si je puis dire, la mise en œuvre de l'intéressement et de la participation. Donc je suis, pour toutes ces raisons, défavorable à cet amendement. Un petit mot. Juste, Monsieur le Président,
saluer ce qu'a pu proposer aux partenaires sociaux le ministre Michel Sapin. Il a raison. Je constate que votre perception de l'équité ou de l'égalité est à géométrie variable et je ne peux que le regretter pour les salariés des petites entreprises de ce pays. Voilà. Merci. Nous allons donc procéder au vote sur cet article additionnel proposé par M. Richard. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est moi, Richard. Il n'est pas adopté. Nous en avons fini avec l'examen des amendements. Il nous reste à voter l'article 2 de cette proposition de loi. Chers collègues, c'est bientôt fini. L'article 2, qui est favorable à l'article 2? Qui est contre? Qui s'abstient? Et il nous reste à voter la proposition de loi. Qui est favorable à cette proposition de loi? Qui s'abstient? Il nous l'avait dit. Qui est contre? Personne. Merci, mes chers collègues. Nous avons donc fini les deux examens en 1 heure chacun. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous rappelle, n'oubliez pas qu'il y a le vote qu'on nous annonce à partir de 20h30 sur le programme de stabilité. Et sinon, nous nous retrouvons ici demain matin à 9h.